Certains sujets nécessitent de prendre un peu de hauteur pour être traités. En toute objectivité, l'île de Thau rencontre les difficultés inhérentes à un contexte social et économique délicat, à la fragilité de l'équilibre entre des cultures qui ont parfois du mal à se comprendre, parce qu'elles se connaissent finalement assez mal. Nous avons choisi de survoler cet aspect-là des choses, non pas parce que ce n'est pas politiquement correct, mais tout simplement parce qu'ici, ce ne sont pas ces notions qui prédominent. Ici, à Sète, à l'île de Thau, rien n'est comme ailleurs. Les temps, l'horizon, la nature méridionale des gens qui y vivent confèrent un caractère singulier à ce quartier. Et ça tombe bien, Sète, c'est l'île singulière. En un mot commençant, on pourrait dire qu'ici, nous sommes tous occitans. Le quartier de l'île de Thau, c'est historiquement 25 hectares de plans d'eau, où en 1968, la ville de Sète autorise la construction de 1300 appartements, dont la moitié est classée HLM. L'architecture y est assez semblable à de nombreuses cités initialement conçues pour accueillir la classe moyenne et ouvrière. Le choc pétrolier de 1973, la crise de l'emploi, les vagues d'immigration successives ont comme partout ailleurs amené un profond changement de population. Aujourd'hui classé ZUS, zone urbaine sensible, le quartier s'est progressivement muté en quartier populaire. Aujourd'hui, près de 4500 personnes y résident. Des dizaines de nationalités y sont représentées et des religions et cultures des 5 continents s'y côtoient quotidiennement. Avant de parler de l'île de Thau, nous avons voulu mieux la connaître afin d'être en mesure de s'inspirer de son atmosphère. Ses places, ses rues, ses bâtiments au nom très sétori en disent long sur la volonté de donner au quartier une couleur locale et permettre à chaque nouvel arrivant, quelle que soit son origine, de s'approprier son nouveau cadre de vie. Nathalie Sicolone est ce qu'on appelle une figure locale. Présidente du comité de quartier depuis 2 ans, elle est une des rares primo-habitantes résidant encore à l'île de Thau. Très attachée au lieu, c'est tout naturellement qu'elle s'est portée volontaire pour nous faire le tour du propriétaire. Donc ici, vous êtes au passage du Salabre. C'est toujours une mode de pêche. En fait, le Salabre, c'est... Oh, c'est technique, hein. C'est comme les puisettes, mais en plus gros. Ah, par là, c'est beau, hein. Là, c'est vraiment, tu as une vue du quartier magnifique ici. Et ici, c'est un climat où il n'y a pas beaucoup de pluie quand on a le vent. Parce que ça nous chasse les nuages. Mais l'hiver, il fait froid. Là, tu as le Véradier. En face, c'est le Globe. Alors lui, il porte un nom qui ne suit pas avec les autres. Ici, tu as la Traîne. Et cette tour, le Canas. L'été, on peut accéder à pied jusqu'au fond là-bas. Parce qu'il y a un banc de sable, en fait l'eau se retire un peu. Et là, à pied, tu as des gens qui peuvent aller marcher jusqu'au bout, là où tu vois les oiseaux là-bas. C'est là qu'on va chercher les palourdes à la main. Donc à la pointe, là où on vient de passer, en fait, c'est le coin des pêcheurs. C'est là où tout le monde se réunit. Après, tout ce qui est bureau associatif, c'est tout en bas, vraiment concentré en bas des bâtiments de l'île de Thau. On est quelques associations quand même. Alors là, c'est la Saint-Chol. Et en face de la Saint-Chol, c'est le Chalut. Alors je disais, où avez-vous vu en France une cité HLM entourée d'eau avec des beaux bateaux? Alors là, ici, c'est le Lamparo. Alors il faut savoir que les bâtiments du Lamparo, ça a été les premiers bâtiments construits ici à l'île de Thau. C'est eux qui ont été les premiers construits. Puis par la suite, tous les autres... Moi, j'habite le Chalut. L'été, je bois mon café sur le balcon.
J'ouvre mes fenêtres, j'ai la vue sur Metz, Bouzigues, Balaruc. Et quand c'est le moment du 14 juillet, on a tous les feux d'artifice sans bouger de la maison. Coupé. Mais connaître un lieu se résume-t-il à la simple appréhension architecturale ? Peut-on dire que l'on connaît réellement un pays en l'ayant visité depuis l'étage supérieur des bus impériales ou en y ayant séjourné dans un club accompagné de centaines d'autres touristes ? Évidemment non. C'est au contact des gens qui y vivent que l'on peut percevoir la profondeur d'un lieu. Alors nous avons voulu aller plus loin, et comme un voyageur en transit qui voudrait mettre à profit les quelques heures qui lui restent avant de prendre un autre avion, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui font l'île de Thau. Alors moi, ce que je veux dire sur le quartier de l'île de Thau, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, ce quartier. Et j'invite les personnes qui entendent parler du quartier de l'île de Thau à venir le découvrir et le visiter. Enfin, vers chez nous, Béziers, nous on est de Béziers. Ouais. Il y a des quartiers un peu chauds comme ça, avec les HLM et tout ça, des quartiers un peu, voilà, un peu ghetto, une concentration de gens. Et l'île de Thau, ça fait ça, sauf que il y a l'étang. L'image que j'ai, c'est quand j'arrive à l'île de Thau, je dis waouh, une banlieue au bord de la mer, avec une belle lumière, et donc il y a plein d'atouts au départ, quoi. On a beaucoup de partage avec les habitants. Et on est très favorisé par le climat qui est vraiment en bord d'étange ici. Hein. Et là, ça change toute la donnée, même dans l'état d'esprit. Il y a ce côté un peu... Déjà, il y a l'horizon, quoi, loin, on peut fuir, on peut... Enfin, il y a quelque chose qui ouvre, il y a une ouverture. Voilà. Qu'on n'a pas dans des quartiers de périphérie de ville. Donc moi j'ai habité pendant 10 ans sur le quartier de l'île de Thau, voilà, dans une impasse au bord de l'étang. C'est un quartier que j'ai beaucoup apprécié. Moi je venais en plus de région parisienne, donc là j'avais la chance d'être au bord de l'étang. L'île de Thau, c'est pas vraiment une île, c'est une presqu'île. Une presqu'île, c'est encore plus qu'une île, puisque c'est presque. Donc il y a à la fois une ouverture et à la fois une fermeture. La seule issue ouverte, c'est l'étang, parce que de l'autre côté, c'est une 4 voies. Donc les gens à pied, ils ne peuvent pas s'enfuir de là. Il faut qu'ils passent à la 4 voies. Et la 4 voies, je trouve que ça fait une sorte d'étranglement, parce que les enfants, ils ne peuvent pas sortir tout seuls du quartier. J'imagine ce qu'était l'île de Thau, la construction des immeubles et tout ça. Ça a toujours beaucoup de charme quand on arrive avec cette lumière. Je venais avec mon oncle faire des coquillages ici. Je me rappelle plus très bien, j'étais petit, hein. Mais bon, c'était un lieu. Je crois que les premiers travaux ont démarré à fin des années 70, 73 à peu près. Et on venait avec mon oncle, on écoutait Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, et on faisait quelques pas lourdes. Ah ben le quartier avant, il y a 35 ans, c'était un quartier qui était assez extraordinaire, puisque très mixé, avec beaucoup de mixité. C'est-à-dire de la population venue de toutes les provinces de France, tous les pays du Maghreb, mais avec quand même un équilibre, hein, voilà, qui était très harmonieux, qu'il est toujours. Hein, c'est une cité que j'aime beaucoup, moi particulièrement, hein, voilà, qui est très populaire, qui me plaît beaucoup. On trouve des Espagnols, on trouve des Français, on trouve des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, et on se change de toute façon les cultures. Vraiment, qu'est-ce que tu fais toi chez toi, qu'est-ce que je fais moi. Moi, je suis assez content qu'il y ait des gens qui aient des accents, qu'il y ait des gens qui aient des racines, des particularités. C'est vachement plus intéressant que d'avoir une population lisse, quoi. Alors, il y a une évolution du communautarisme ici. Beaucoup de communautarisme, ouais. Ce qu'on vivait pas quand on était jeune. Bah, je pense que les liens ils sont distendus entre les communautés du quartier, entre les gens. C'est un peu plus agressif, c'est un peu plus hardcore au niveau de relations humaines. Moi, c'est ce qui me manque, parce que j'ai vécu ailleurs pendant des années, et malgré c'est vrai que ça fait l'effet de groupe, des fois on en a peur, on se dit c'est le quartier, mais la chose qui ressort du quartier, c'est la solidarité. On sait qu'ici, personne ne laisse tomber personne, en fait. Il y a des choses à changer, tu vois, comme dans tous les quartiers populaires, tu vois, voilà, que les
que les couleurs des bâtiments qui, de temps en temps, qui rénovent. Après, on est un peu isolé, on est un peu mis de côté. Ça, faut quand même le souligner. Et ils ont des problèmes d'île, quoi, ici. On le sent, quoi. Alors, des problèmes qui sont parfois des problèmes, donc, et aussi des avantages. Parce qu'une île, ça a un avantage. Hein. C'est qu'on ne vient pas te chercher comme ça, quoi, non plus. Alors, ça a un côté rempart, et puis ça a un côté prison. C'est les deux, quoi. Le vrai problème d'un quartier comme ça, c'est qu'il est isolé géographiquement du centre-ville, et que peut-être que les gens qui nous gouvernent aussi y attachent moins d'importance qu'ils ne devraient, parce qu'il est loin, parce que les populations sont marginalisées parfois. Et finalement, ce quartier qu'on exclut, il finit par exclure aussi, c'est-à-dire que ça fonctionne dans les deux sens, cette espèce de... J'appelle ça une forme de racisme au sens large du terme, c'est-à-dire que on ne va plus dans ce quartier, mais en même temps, les gens qui sont là-bas ne viennent plus, et ils n'ont plus trop envie qu'on y aille, etc. Enfin, tout s'organise finalement avec une vraie coupure. Et ça, il faut lutter contre ça, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse proposer des choses. Et le quartier, ce que ça me désole, c'est que les jeunes, ils ne trouvent pas de boulot. Et ils veulent vraiment travailler tout de suite, pas de formation, rien du tout. Je veux travailler, et comme ils ne trouvent pas de boulot, et ben, ça fait un petit peu l'agitation des jeunes. Et qu'il y a des gens dans les quartiers comme ça qui veulent travailler, qui veulent montrer, qui veulent s'intégrer, qu'il n'y a pas de racisme, ni d'un côté ni de l'autre. Parce que des fois on se dit dans les quartiers ils sont entre eux et tout, alors que non. C'est que nous, s'il y avait moyen d'habiter au centre-ville, on habiterait au centre-ville. On n'est pas entre nous en train de s'enfermer entre nous ou quoi. Donc en résumé, pour moi, le quartier, voilà quoi, c'est un endroit comme un autre. Et pour nous, c'est un quartier comme les autres. Hein. Quartier vivant. Il y a des peu melons là. D'autant plus que la situation est belle avec les tantôt. Le soir, je vous conseille de rentrer de l'étang. Il y a une barre au milieu, là, une lumière qui tape dans les vitres. D'ailleurs, on a un résident, Bertrand Meunier, il y a quelques années, qui a fait une très belle photo de cette barre au coucher du soleil, comme ça, avec les vitres qui reflètent et tout. C'est un très bel endroit, quoi. La possibilité aussi d'aller à pied à la médiathèque, puis à la poste, à la pharmacie. Donc ça, c'est agréable, voilà, de partir à pied chercher sa réserve de livres et de revenir avec vue sur l'étang. Et puis, bon, c'est un petit village hein, chez nous. Hein. J'ai fait des rencontres exceptionnelles dans ce quartier, beaucoup de générosité, beaucoup d'envie et puis aussi beaucoup d'énergie. En tant qu'artiste, ce qu'on demande aux gens, c'est d'être vrai, quoi. C'est d'être originaux, entre guillemets. Dans le sens original, dans le sens que c'est pas des copies, quoi. C'est riche, c'est coloré, c'est bruyant, mais sympathique. Il est très attachant. Voilà, ça je peux vous le dire, enfin, pas le quartier en lui-même, les habitants du quartier sont très attachants. C'est parfois difficile j'imagine d'y vivre, en tout cas d'y travailler, ça a pu être parfois difficile. Mais je crois qu'en fait, une fois que la confiance s'instaure et une fois qu'on connaît les gens, tout va bien. Et puis le respect mutuel, quand il s'installe et l'échange, il est très riche. Donc c'est un vrai bonheur de travailler ici. Quartier privilégié quand même, au bord de l'eau, l'eau est modérée. Non, il y a du monde dans ce quartier, il y a une partie qui est... Comment je pourrais dire ça ? Qui me déprime, qui me décourage parfois, mais malgré tout, quand on fait le total des choses, il y a beaucoup de bons dans ce quartier, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de bonnes choses, parce que c'est vrai que on peut pas dire qu'on est en Seine-Saint-Denis, quoi. Non, le quartier, moi j'aime bien. Moi je m'y sens bien. J'ai pas de problème dans ce quartier, je m'entends bien avec tout le monde. Petit à petit, je pense que ça commence à changer là. On commence à le montrer par rapport à ces activités-là, comme vous dites, les médiathèques, les MJC. On va dire les petits forums qu'on fait aussi sur Internet. Il y a des forums qui permettent de montrer un peu les activités du quartier pour les gens extérieurs, tout ça. Donc, Notre rôle, c'est de faire le lien avec les habitants du quartier de l'île de Thau sur tout ce qui est administratif, logement, activités aussi culturelles. Sorties aussi dans les voyages. On essaye de faire découvrir aussi l'extérieur du quartier, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants qui connaissent les extérieurs aussi.
Ils sont beaucoup concentrés sur le quartier. Et après, on fait beaucoup d'animations et on travaille beaucoup avec des associations du quartier. Le bénévolat est très important actuellement. Et tout ce qui est association aussi, parce que ça vient à disparaître quand même dans la France entière. Hérosport est une association loi 1901 qui est subventionnée en grosse partie par le Conseil général. Et en fait, la politique du Conseil général, c'est d'avoir fait le choix de développer le sport comme un vecteur, comme un outil d'intégration au sein du quartier. On va à la rencontre des enfants sur le quartier, en bas des immeubles, et on leur propose des activités sportives. Ce serait prétentieux de dire que le sport va résoudre des problèmes sociaux. Ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment le sport-outil. On utilise le sport pour que les enfants puissent venir régulièrement, qu'on établisse avec eux une relation de confiance et à partir de là, les orienter vers les associations du quartier ou, quand ils sont un peu plus grands, vers les missions locales, vers les APP, vers d'autres structures. Être ici, là, en tant que confident, soutien, orientation. Et puis essayer de créer des passerelles. Voilà. Cette association a pour but de proposer des ateliers aux personnes précaires, de statuts différents, RSA, tous les minima sociaux, et pour leur permettre une bonne insertion sociale. Tous les mois, nous faisons une sortie. Ce matin, nous étions au Miam. Et à ce moment-là, il y a un groupe d'une trentaine de personnes, voire 40, du public de l'île de Thau, dont beaucoup de dames issues d'immigration d'ailleurs, qui maintenant ont l'habitude tous les mois de partir en sortie sur soit Paul Valéry, soit un espace Brassin, soit le Miam, soit une sortie culturelle. Donc nous nous attachons vraiment à préserver ce côté culturel parce que c'est notre côté atypique. Parce qu'on peut être dans l'insertion sociale, mais faire abstraction du culturel. Quoique, si on veut s'insérer socialement, on s'insère culturellement parlant. Mais là, c'est vraiment le côté culturel, découverte d'un environnement culturel qui est leur patrimoine. Maintenant, qui est leur patrimoine commun. Alors, le projet avec les ratatouilles, ça a été un projet formidable qui a fait le lien. On a travaillé avec tous les habitants du quartier. Quand je dis tous, c'est les ratatouilles ont eu une idée géniale, c'est de créer des chansons. Donc, il y a eu 3 chansons de créer. Et de rassembler en même temps les habitants du Tonnerre, donc du foyer du Tonnerre, les personnes âgées, qu'ils ont créé une chanson avec les enfants du quartier. Donc c'était aussi pour les rapprocher, parce qu'il faut savoir que les personnes âgées et les enfants du quartier, c'était un peu... ils sont toujours un peu en conflit. Et là, ils ont fait un travail formidable avec eux. C'était un groupe qui a multiples facettes, qui a commencé dans la rue, qui a continué avec un peu des morceaux un peu cherchés dans le répertoire traditionnel. Alors c'est une qui s'oblige à la popularité parce que d'abord populaire et transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des publics qui ont 15 ans ou 99. Petit à petit, on est arrivé, par ce cheminement, à s'intéresser, à faire créer les autres. Et à 7, on a quand même réussi le pari de faire écrire absolument toutes les tranches d'âge. Donc un projet très, très transgénérationnel et aussi polyculturel et social, parce qu'on avait des gens qui avaient des problèmes... peut-être des problèmes financiers, qui habitent dans les HLM, donc qui n'ont forcément pas beaucoup de revenus, de choses comme ça. Et puis on avait aussi des gens qui habitent des villas particulières, qui sont sûrement au niveau classe sociale, un peu dans la middle class, quoi. Et puis on avait, pareil, au niveau social, les résidents du Tonnerre, qui sont déjà une population panachée, quoi, au niveau classe sociale, quoi. Alors c'est intéressant tout ça, d'avoir tout mélangé dans tous les sens et de sortir des chansons qui ont une sorte d'identité locale. Voilà. Alors avec la médiathèque, on a toujours, disons qu'on a toujours travaillé ensemble, même avec l'ancienne directrice, qui d'ailleurs fait partie de nos ateliers d'écriture actuellement. Et ensuite, bien, pratiquement toutes les actions qu'on a pu faire ensemble sur les 3 ou 4 dernières années sont assez liées, que ce soit pour les enfants, écriture, tout ce qu'on peut, voilà, toutes les activités où nous on peut intervenir, parce qu'on n'intervient pas sans compétence, je veux dire, dans ce domaine.
Donc nous, étant très liés à la littérature, l'écriture, on travaille ensemble, quoi. Très sincèrement, on sait qu'ils sont là, tout simplement. On sait qu'ils sont là et on apporte les besoins, on les demande, les besoins. Bon, là, elle m'a demandé de parler de votre action. Grâce au collectif, bon, ben voilà, telle association peut se permettre d'appeler telle autre structure et chacun cherche dans son coin et puis ramène au milieu. Voilà. On travaille énormément avec la médiathèque parce qu'on est aidé au niveau informatique. Et puis bon, il y a une équipe formidable à la médiathèque, il faut le savoir aussi. On a eu un projet dernièrement où elle nous a aidé énormément parce qu'on travaille aussi sur l'environnement, sur le quartier, qui est très important. Donc on a assisté, on a fait un nettoyage des berges de l'étang, de tous les canaux de l'étang. Et il y a eu une projection avec une association donc, sur tout ce qui est aux bioculture et tout, de l'étang de Thau. Donc elle nous aide énormément et on travaille beaucoup avec elle. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées par la médiathèque et on s'associe de temps en temps à certaines de leurs actions. Nous faisons partie avec la médiathèque André Malraux d'un collectif associatif dans lequel sont présentes plusieurs associations du quartier. Grâce à ce collectif, on arrive à mutualiser un peu nos moyens, nos efforts. Nous concernant particulièrement avec Hérosport, on mène déjà des actions orientées vers la sensibilisation à l'environnement, à la santé et à la culture. On avait plusieurs actions avec André Malraux, donc la médiathèque, et l'association Concerto sur de la découverte de la lecture avec les enfants. Nous menons nos actions sportives essentiellement sur la cour de la Saint-Chol, qui est centrale par rapport au quartier. Et pendant nos activités, on a l'association Concerto qui amène les enfants, qui amène des livres de la bibliothèque, donc de la médiathèque André Malraux. Et donc les personnes de l'association Concerto utilisent ces ouvrages et on fait donc des ateliers sportifs et des ateliers de lecture. Il y a quand même la médiathèque. À la médiathèque, on a senti que c'était un lieu qui dépassait la médiathèque normale, de base. C'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu chaud quand il fait froid, c'est un lieu où on va retrouver les copains, c'est pour les ados et les petits. Un lieu de vie, quoi. Alors il y a ça. Après, pareil pour les ateliers d'écriture avec les adultes, ça fait un peu pareil. Parce que les femmes, elles arrivent là, elles ont fait leur journée de trucs de machin, elles boivent un café, prennent le temps, dire des trucs. Après, l'écriture, c'est un support, on s'en fout, quoi. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Et finalement, c'est un endroit où elles n'ont pas les minots derrière, le truc à faire. Elles sont là, elles boivent le café, elles disent des trucs. Et on écrit des chansons, mais bon, ça c'est presque la cerise sur le gâteau, c'est pareil, quoi. Et on les chante. Ouais, après on les chante. Carnaval à tous les étages. Carte postale, carte possible. Ici vous êtes à l'île de Thau. Les pieds dans l'eau, c'est notre style. C'est la cerise sur le ghetto. Au fil de nos rencontres, nous nous sommes aperçus que l'équilibre social du quartier était en grande partie dû à l'action des différentes structures qui y œuvrent quotidiennement. Au carrefour de toutes ces énergies positives, l'une d'entre elles ressort, c'est la médiathèque André Malraux. L'histoire des bibliothèques remonte à la Révolution française. Le préambule de notre Constitution et le manifeste de l'UNESCO de 1994 sur les bibliothèques publiques prônent l'accès à l'éducation, la culture et l'information pour tous les citoyens. La mission principale, c'est le rôle social de la médiathèque, c'est-à-dire la médiathèque comme vecteur de lien social, comme lieu ouvert pour tous. Également la médiathèque comme un lieu de démocratisation de la culture, c'est-à-dire donner accès au plus grand nombre à une culture la plus large, la plus encyclopédique possible. En fait, tout est complémentaire. Tous les supports culturels sont complémentaires. Les pratiques culturelles des Français évoluent. Donc, à l'heure actuelle, une bibliothèque, elle a effectivement des livres, mais forcément des CD. Les CD-ROM, c'est un petit peu passé de mode à l'heure actuelle, mais des accès à Internet et puis des DVD, des jeux vidéo et des jeux de société. Et en fait, tous ces supports sont complémentaires. Et on peut très bien rentrer ici parce qu'on vient chercher un DVD et puis repartir avec une revue ou un livre, pourquoi pas. La médiathèque, c'est 20 000 documents
qui sont en accès libre, c'est-à-dire qui sont tout de suite visualisables et qui peuvent être empruntés par les usagers. C'est aussi 70 000 passages donc, qui ont été enregistrés sur toute l'année. 15 agents qui travaillent quotidiennement pour rendre un service public de qualité. Voilà, c'est aussi une trentaine de classes accueillies chaque année. C'est aussi des centaines de séances de jeux vidéo, des dizaines et des vingtaines de séances d'ateliers informatiques d'initiation et une vingtaine de bébés accueillis tous les lundis pour la matinée des bébés, par exemple. On est venu d'abord pour l'initiation à la musique, parce qu'il aimait bien, il a toujours bien aimé la musique, et puis là, donc, il a fait du tambour, il a fait des petites clochettes, il s'est bien amusé, il s'est régalé, et puis on a découvert l'espace livre après. Déjà, ça leur permet d'être avec d'autres enfants, donc de les sociabiliser, et puis d'avoir un autre regard que celui qu'on peut nous avoir à la maison. C'est l'occasion de rencontrer des mamans et des enfants de milieux socio-culturels différents. Et je trouvais que c'était l'opportunité pour nous de sortir un peu de la maison, parce que Swan ne va plus à la crèche, je suis avec elle, et ça nous permet de découvrir des livres, des nouvelles histoires, et puis de jouer avec d'autres enfants. C'est très enrichissant, c'est très sympa. On a pu discuter même de recettes de cuisine que je ne connaissais pas, donc c'était très sympa. C'est un service public, c'est-à-dire qu'on doit servir l'intérêt général, l'intérêt de tous, et surtout, donc, il doit être le plus accessible. La démocratisation de l'accès aux livres, on essaie de l'aborder par différentes manières. D'abord par nos animations, où on travaille à la fois sur le lien entre le livre et les autres supports. Donc ça peut être le jeu vidéo, la musique, les jeux de société. Si je veux voler un œuf à quelqu'un, donc je mets un renard. C'est un objet culturel, le jeu. On essaye, en tout cas nous, de le faire reconnaître comme tel. C'est un peu difficile parce qu'il est dévalorisé et puis qu'on considère que c'est pas quelque chose effectivement de très sérieux. Et justement, nous, notre discours, c'est de dire qu'il est très très intéressant parce qu'il est facile d'accès, le jeu. On n'a pas besoin de prérequis comme quand on fait par exemple de la musique où on ne peut pas tout de suite jouer un air de piano. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut quand même très très rapidement rentrer dans une partie, comprendre comment ça se passe et tout de suite être acteur et créateur aussi. Il y a des jeux qui nécessitent de l'imagination, enfin il y a de la création aussi dans le jeu. On peut mettre tout le monde autour d'une table, on explique les règles et c'est parti. Donc c'est un vecteur de lien social qui est très très fort et qui permet surtout de mixer les tranches d'âge, mixer les populations, mixer les cultures. C'est dur. C'est dur en fait, les Saradines, peut-être c'est un jeu de visuel. Poser ses cartes. L'arrivée de Mariem aussi a fait beaucoup de bien. Elle venait faire les ateliers art plastique à la médiathèque et donc elle est toujours venue à la médiathèque. Et pareil, Mariem, j'avais reçu son CV parce qu'elle cherchait du boulot. Et puis il y a eu un remplacement de maladie on a tout de suite pensé à elle et elle s'est révélée. En fait, d'un début timide, elle s'est révélée dans le lien qu'elle pouvait faire avec les publics, avec les mamans, avec le public adulte, dans l'animation avec les bébés. Enfin, voilà, ça a été une révélation. C'est juste maintenant un pilier ici. Super recrue, quoi. Disons qu'en fait ça a changé, puisque vraiment, comme j'ai connu la médiathèque tout le long de ma vie, j'ai 27 ans, alors la médiathèque pour moi elle a représenté plusieurs choses. Elle a énormément changé à l'époque où j'étais et où maintenant où je travaille, c'est plus du tout la même chose. Et moi ce qui me fait plaisir au jour d'aujourd'hui, quand je vois la médiathèque comment elle est, c'est que les enfants qui la fréquentent, parce que c'est vraiment une tranche d'âge où c'est plus en dessous de 14 ans, quoi. Et les enfants qui la fréquentent, ils sont tous à l'attente de quelque chose, ils veulent tous qu'on leur donne quelque chose, et le fait de pouvoir les aider, que ce soit au niveau des devoirs ou de leur rien qu'une histoire, ça leur fait plaisir. Moi, ça me touche et ça m'apporte vraiment énormément. C'est pas juste un travail où je fais juste ce que j'ai à faire et point barre. Non, je veux quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Qu'on dise la médiathèque, elle nous sert, quoi. Elle est importante dans nos vies. Je veux qu'elle ressente ce que j'ai ressenti moi dans ma jeunesse, en fait. Enfin, mais
ça sera difficile. Hein. Je ne veux pas dire que tout le monde va se mettre à lire parce que juste on leur lit des histoires, c'est pas ça. Mais j'espère au moins que ça leur donnera envie de venir, qu'ils n'auront pas cette peur de « Ah, la médiathèque, c'est le lieu pour... c'est qu'à cause des livres, ça nous fait peur » ou tout le monde nous commande ou des choses comme ça. Voilà. En fait, Ali, moi, on le connaissait en tant qu'usager de la médiathèque, donc il venait lire L'Équipe. Tous les jours, il venait lire L'Équipe, il continue à le lire aussi, mais il venait lire L'Équipe et en fait, il nous filait un petit coup de main quand il y avait des tensions avec le public, avec les jeunes parfois. Voilà. Il arrivait à remettre un peu de l'ordre, de la sérénité. On a obtenu le fait de pouvoir embaucher ce qu'on appelle un médiateur. Donc ça, ces postes-là, ils existaient déjà dans les années 90 dans les médiathèques. On avait un peu perdu de vue ce genre de poste animateur-médiateur. Vraiment, notre collectivité a compris l'intérêt d'avoir ce genre de profil. Et forcément, on a tout de suite pensé à Ali. Donc on a fait passer son CV, puis ça a fonctionné. Et ça fait ça fait 2 ans que ça dure. Il a mis quand même une bonne ambiance dans l'équipe aussi. Voilà, donc il y a une vraie sérénité qui s'est instaurée depuis qu'il est arrivé. La classe, hein. L'intérêt d'avoir une médiathèque dans une ZUP, c'est déjà d'avoir l'aspect culturel qui rentre en compte, avoir un espace multimédia qui s'adresse à tout le monde, un service public, parce qu'on fait pas on n'a pas qu'un rôle d'agent du patrimoine ici, on touche à tout. Hein. On fait de l'aide aux devoirs, on aide les gens pour leurs papiers administratifs. Non, il y a une relation soutenue avec tout le quartier, avec toutes les facettes du quartier. Les petits, les grands, les personnes âgées, les étrangers, tout le monde. Traditionnellement, ici, on a eu des moments de collaboration avec la Passerelle, qui était une scène nationale, avec des ateliers d'écriture, de slam, avec les jeunes rappeurs du quartier. L'atelier, je l'ai repris en 2003. C'était Adil qui le tenait, il a arrêté. Donc j'ai repris l'atelier en 2003. Pareil, naturellement. Vu que j'avais continué à faire du rap, m'exporter un peu de la ville, j'ai pas voulu lâcher le truc, sachant que c'est familial ici, c'est pas un atelier, c'est pas l'école. Je suis pas là pour corriger leurs textes. Et social, je sais pas, ouais, ça permet de pas trop se balader, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais bon, ils peuvent faire aussi des conneries le mercredi, donc ils sont là et c'est mieux. Donc il y a déjà eu des expériences menées dans ce sens. Depuis quelque temps, ça s'était plus fait, mais là ça tend à revenir. Donc des collaborations, comme la dernière fois, Patch est venu, on a improvisé, on a fait quelques trucs. Cosmopolite, le mélange de cultures, les différentes senteurs, les saveurs, les arabes, les gitans, les noirs, les blancs, c'est la même depuis 40 ans. Il y avait la MJC, la péniche, pas grand chose. On s'est battu pour avoir tout ça, on ne peut pas s'en contenter. On s'est construit pas à pas, on devrait se concerter. Que tout le monde se sente concerné, un projet commun. Comment? On ne peut pas négliger la jeunesse, faut leur donner les moyens de gagner quelques pièces. Un cri de détresse. Médite, médite. Le tout, c'est qu'on soit à l'aise. Le tout, c'est que l'on soit à l'aise. Sans qu'on balise ou que l'on soit balèze. Le tout, c'est qu'on ait matière. Matière à lire, matière à dire, matière à lire. Matière à méditer année après année. Médite, médite. Mais dis-moi, on se voit à la média, il y a une tonne de savoir, la connaissance est une arme. Un livre reflète le vécu d'une âme, mais moi je te parle de mon quartier. À méditer, mais dis-toi qu'il ne faut pas nous écarter, fier de ce que je suis, de là où je vis. Je n'ai vraiment rien à envier, j'essaye de rester moi-même, je suis entier. Bienvenue à Sète, assurez-vous de n'avoir rien oublié sur le quai. Île de Thau, il y a des talents venus vous interloquer. Pour célébrer la victoire, on fit une
fête qui durera 7 jours. Donc essentiellement les enfants qui sont accueillis à l'IME et à l'ITEP sont plutôt des enfants qui ont des troubles du comportement et donc qui ont besoin d'être pris en charge de façon spécifique auprès d'éducateurs. Et au niveau culturel, donc, ils ont l'opportunité de venir dans les médiathèques. Dans la structure, on développe tout ce qui est activités manuelles, sportives et autres. Voilà. Et donc la médiathèque est un endroit qui correspond tout à fait à nos attentes puisque nous avons établi depuis de nombreuses années un lien avec tous les animateurs de la médiathèque. Les bibliothèques sont engagées dans la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Alors l'illettrisme, en France, lorsqu'on est né en France, on va obligatoirement à l'école. Donc on n'est pas analphabète. On a appris à lire et à écrire. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que dans la vie, pour des raisons X ou Y, on ne maîtrise pas ces fondamentaux, c'est-à-dire la lecture et l'écriture. Et en France, il y a 10% de la population française à l'heure actuelle qui est illettrée, c'est-à-dire qui ne maîtrise pas bien du tout la lecture et l'écriture. Et les bibliothèques sont engagées complètement dans cette lutte contre l'illettrisme. Et on s'engage aussi dans la lutte, ce qu'on appelle l'électronisme. Alors l'électronisme, c'est le fait de ne pas pouvoir du tout utiliser un ordinateur pour des fonctions de base qui sont consulter un site internet ou tout simplement avoir une adresse mail. Alors beaucoup de personnes qu'on reçoit ici sont des personnes d'un certain âge qui ne sont pas nées avec un ordinateur, loin de là. Déjà que moi, je ne suis pas né avec, c'est pas des machines avec qui j'étais très à l'aise il n'y a pas si longtemps. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui se voient avec un ordinateur dans les mains parce que la famille l'a offert, qui veulent rester en contact avec leurs enfants par webcam, etc. Et donc ils sont avec cette espèce d'outil-là qui les rendent à moitié fous. Et donc voilà, on essaye de guider ces personnes à utiliser, à faire des premiers pas et être un peu plus à l'aise avec tout cet environnement. Alors notre association, elle vise franchement à mettre les femmes à l'aise et autonomes surtout. Parce que déjà on a commencé un parcours avec aller à la médiathèque, aller au théâtre, aller au cinéma, faire des sorties pour qu'elles connaissent un peu l'environnement. On a un créneau avec la médiathèque André Malraux pour l'informatique. Déjà pour les dames qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est l'informatique. Et nous mettre à notre disposition un animateur qui fait avec plusieurs niveaux. Par exemple, celle-là, elle veut faire que l'alphabet, l'autre, elle va faire créer un email, l'autre, elle va faire... Et lui, le pauvre, il est avec toutes les femmes dedans. Alors, et les femmes, ils sont contentes parce que déjà, pour commencer à tenir une souris, faire 10 mots, écrire un texte, vraiment, c'est la diversité dans la médiathèque André Malraux. Je viens une fois par semaine dans le cadre de mon travail. Voilà, je travaille au sein du PRE et donc je m'occupe d'enfants et on fait des activités sur la médiathèque. Donc j'organise mon temps, je vais à la piscine, je viens à la médiathèque, je vais au yoga, je viens à la médiathèque. Enfin, voilà, je combine pour faire tout en même temps. Ah, je viens pour l'équipe, je connais beaucoup de personnes qui travaillent ici, comme cette personne-là. On est beaucoup amis d'ailleurs, on s'entraîne ensemble, on fait la boxe ensemble. Donc les gens qui travaillent sont très bien, très gentils, etc. En général, quand on pose une question, on est écouté, et si celle qui n'est pas au courant n'est pas sûre d'elle, elle s'adresse à une autre pour faire la recherche. Non, j'ai mes enfants qui viennent ici. Là, j'ai mon fils. Donc, en fait, ils prennent des DVD, ils jouent. Et voilà, donc je viens beaucoup pour eux, en fait. Je viens surtout pour eux. C'est une population, c'est un site vivant. Voilà, c'est plutôt important de pouvoir voir que les personnes sont là. Ravi. Et je souhaite que ça se développe et que ça continue comme ça, et à des prix attractifs, et avec un choix de documents très, très éclectiques et très, très modernes. Très bien. C'est pas un côté vieillot de scribouillards qui sont penchés sur leurs livres. Au contraire. Des fois, on va sur les ordi pour faire un quiz. Quand on lit des livres et pendant le quiz, quand on est sur le groupe, on relit le livre pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre. Des fois, on lit des livres avec une dame, et des fois, on reste là, on lit chacun notre livre.
Moi, c'est plutôt les livres sanglants que j'adore. Des histoires d'amour qui parlent de princesses, qui parlent de danse, un peu de tout. Les histoires où il y a de l'action, où il y a de l'aventure. En fait, tout ce qui est de l'action, quoi. Disons, en BD, que des BD pratiquement, qui ont tous rapport avec avec le clergé, avec l'histoire féodale et ainsi de suite. Voilà. Oui, je pense qu'ici, en particulier, il y a une rencontre qu'on ne trouve pas ailleurs. Toutes celles et ceux qui ont fréquenté les bibliothèques et médiathèques dans leur jeunesse ne peuvent que constater qu'à l'image du monde qui nous entoure, elles n'ont cessé d'évoluer. Cécile Lacombe a participé à un concours lorsqu'elle était à l'école primaire. Aujourd'hui, en 3e, il s'agissait à l'époque de dessiner la médiathèque du futur. À cette époque, le futur, ça faisait penser à des objets volants, beaucoup, des robots, nouvelle technologie. Voilà, donc là, il y a des étagères qui volent, des sièges volants. Je pense que je ferais un peu moins d'objets quand même volants, ce serait pas très pratique. Je ferais peut-être des choses plus écologiques, je sais pas, des bâtiments plus écologiques. Je garderai peut-être des services robotisés quand même pour aider. C'est le futur, on y est déjà, puisqu'il y a plein de médiathèques qui proposent des automates de prêt. Il y a plein de médiathèques qui sont passées à des dispositifs qu'on nomme RFID, c'est-à-dire des puces intelligentes, qui libèrent des agents qui n'ont plus besoin de passer les codes barres. L'opération de prêt se fait toute seule, mais inversement, il faut forcément que les personnes qui travaillent ici fassent autre chose et puis peut-être accueillent des publics, s'impliquent dans des animations, proposent des ateliers, voilà, guident les gens. Voilà, donc c'est sûr que le métier évolue. La médiathèque du futur, comment je la vois ? Je la vois très dépouillée, en fait, avec presque très peu de documents, mais en tout cas, forcément, avec les nouvelles technologies qui auront un peu plus envahi l'espace, des tablettes, des écrans tactiles. Par contre, j'avais jamais pensé à vraiment remplacer les livres de papier, parce que j'aime beaucoup les livres et j'avais jamais pensé à des livres numériques ou quoi. Pour moi, la lecture, c'est vraiment en rapport avec le livre, le papier, feuilleté. Après, les livres numériques sur une tablette, ça m'attire beaucoup moins que de choisir vraiment des livres en vrai sur une étagère plutôt que de choisir sur un écran. Je trouve que c'est beaucoup moins attirant et que ça enlève un aspect de la lecture. Et puis je la vois aussi avec des espaces beaucoup plus conviviaux, des lieux où on peut se retrouver et où finalement la rencontre, les espaces de détente auront plus pris la place sur les collections, même si elles resteront présentes, mais peut-être moins volumineux, voilà. Ça change beaucoup. C'est plus un temple du savoir où il y avait des livres poussiéreux. Ça change beaucoup. Et puis le concept de médiathèque a évolué. Et c'est plus une espèce de troisième lieu, d'accueil des publics. Et voilà, et donc il y a des services nouveaux qui s'inventent et qui sont proposés. Et donc mon métier fait partie de ça. L'humain n'aura pas moins de place, il sera encore plus médiateur, c'est-à-dire que notre rôle de médiateur, on va le jouer de plus en plus parce que pour accéder à tous ces nouveaux services, ces nouveaux supports, on aura encore plus besoin de nous. Donc il va falloir qu'on se forme, qu'on s'adapte, mais je pense qu'on sera encore là justement pour faire les passerelles, pour faire le lien. Dans L'île au trésor, Robert Louis Stevenson nous conte une folle aventure et toutes les difficultés rencontrées par son héros pour découvrir le fabuleux trésor. À l'île de Thau, c'est au pied des tours que l'on trouve les plus grandes richesses, simplement en se penchant, simplement si l'on s'en donne la peine. Mais le trésor n'est pas en pièces d'or comme dans les romans d'aventure. Ici, les trésors, ce sont toutes ces personnes qui donnent un peu d'elles-mêmes pour les autres. C'est une petite île entourée d'eau, une zone urbaine populaire. Des gens viennent y faire des photos. De mon école primaire, on voit le Mont Saint-Clair. À la nuit tombée, bougent les voleurs. Et même tous les soirs, des mares, des bastons. Heureusement, des chanteurs et des rappeurs donnent le ton et envoient le son. Alors, André Malraux,
André Malraux, c'est un personnage un petit peu complexe. C'est un homme politique, c'est un écrivain, un petit peu un aventurier si mes souvenirs sont bons. Honnêtement, non, je ne suis pas forcément celle qui est intelligente, mais je ne le sais pas. Alors, André Malraux, c'est celui qui dont le nom est devant la médiathèque. André Malraux, c'est un auteur du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il a écrit pas mal d'ouvrages connus. Je ne pourrais pas citer là tout de suite parce que je suis sûre qu'il n'y en a aucun qui va venir, même si j'en connais. Malgré le temps sur ses façades, elle porte bien pas du tout. Crache pas dessus, camarade. Pas du tout. Et je l'entendais pas mal de fois, mais j'ai oublié. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait l'atelier mémoire chez nous. Tu peux venir sans avoir peur. C'est un grand bonhomme, un écrivain hors pair qui a écrit entre autres à la condition humaine et qui était ministre de la Culture du général de Gaulle. Oui. C'est un ministre de Gaulle. Ministre de la Culture j'ai dit au hasard. Non, toxicomane. Je sais pas, non, la dernière fois j'ai vu un reportage qui parlait de Gaulle, justement, il y a un moment, là, Malraux, il arrive, il fume sa cigarette, il est comme ça. Donc, ouais. Intermède culturel. Ancien ministre de la Culture qui a créé les maisons de la culture. Je ne sais pas s'il a créé les médiathèques, en tout cas, il a créé la première maison de la culture. Voilà. Ancien résistant, ancien communiste qui est devenu gaulliste ensuite. Voilà. Oui, c'est la question subsidiaire. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais dire non, pas vraiment. Ça a le mérite d'être. Exactement. Donc j'ai une idée, mais je préfère ne pas me tromper. Une mission, j'allais dire, mission culturelle, essayer d'ouvrir le plus possible et d'avoir ce souci, j'allais dire, de politique, de lecture publique, mais au-delà de ça, d'ouverture culturelle. Moi, quand je passe à Malraux, c'est ça, pour amener le plus de monde possible sur cet univers qui est, à mon avis, indispensable au sujet dans sa vie de tous les jours. Oui, je crois que c'était une personnalité, comment je pourrais vous dire, je ne sais pas comment le qualifier, c'est un poète, un truc comme ça, à la fois. Alors, oh là là, il est gentil, là. Ça remonte loin, ça. Oh, je ne pourrais pas vous répondre, parce que alors moi, l'histoire... Alors, André Malraux, donc c'est le nom de la médiathèque, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il voulait... Maintenant, je ne sais pas quand est né ce monsieur, je ne pourrais pas vous le dire. Voilà, c'est le nom donc de la médiathèque André Malraux actuellement. C'est un homme politique, oui. Après, je n'aurai pas les dates en mémoire là, mais bon, c'est un grand homme politique, oui, bien sûr. Ah ben, c'est un écrivain. Un écrivain qui a laissé une trace indélébile et qu'on a envie de connaître. Voilà, un grand écrivain qui mérite d'être lu et relu. Ah oui, un peu quand même. Alors un peu... c'est un écrivain, un homme d'État. Maintenant, un peu dépassé par le temps, quoi, hein, y compris au niveau théorie et tout ça. Enfin, moi, je trouve un peu. Mais voilà, c'est un homme d'État, un bon écrivain en plus. J'aurais dit un écrivain, mais je ne saurais pas en dire plus. Proche des surréalistes, qui a fait aussi la guerre d'Espagne. Donc Malraux, c'est quelqu'un, malgré son orientation vis-à-vis des gaullistes, c'est quelqu'un que j'apprécie, au moins sur la littérature et sur ce qu'il a fait en espagnol. Il s'est battu donc dans la résistance, il a rejoint donc là le général de Gaulle, ça c'est sûr. Ensuite, je pense qu'il a combattu contre Franco, à mon avis, parce que c'était plutôt un antifasciste. Je vais peut-être parler plus de l'aspect culturel, parce que moi, ce qui me vient à l'esprit, et du coup, je trouve que le nom de la médiathèque a du sens, c'est que c'est lui qui a parlé, notamment très tôt, de la démocratisation de la culture. C'est lui qui a créé les premières maisons de la culture, où il y avait vraiment un but d'ouverture et de démocratisation de l'accès à tous, de la culture pour tous. Donc, si je dois retenir
quelque chose d'important pour la médiathèque ici par rapport à André Malraux, c'est ça. C'est la notion de démocratisation, d'accès pour tous à la culture.